Bonjour Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour. Une question d'actualité, c'est l'autre phénomène d'actualité. C'est surtout marqué ce qui s'est passé la nuit dernière. Ce sont ces fumigènes qui ont été lancés dans les travées de la Philharmonie de Paris et à l'occasion d'un concert donné par l'orchestre israélien. Que vous inspire ce qui s'est passé? Que vous inspirent ces images? Moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu ces images, c'est heureusement que ça n'était que des fumigènes. Il y avait des contrôles. Alors, j'ai un certain nombre de personnes qui étaient sur place et qui m'ont raconté ce qui s'est passé. Il y avait des contrôles d'une entreprise privée qui ont été faits plus ou moins bien. Et donc, un certain nombre de personnes sont arrivées. Je crois qu'ils ont perturbé 3 fois l'événement avec des fumigènes. Donc, vraiment, on aurait pu avoir un deuxième Bataclan. Donc, je pense qu'on n'a pas pris. Je pense, oui. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de l'insécurité que vivent aujourd'hui les Juifs de France et les Juifs d'Europe en général. On a pourtant des signaux très clairs sur les réseaux sociaux. On a des intimidations dans un contexte post-7 octobre. C'est évidemment quelque chose de très sensible pour la population des Juifs d'ici, parce qu'il y a eu ce traumatisme. Et donc, c'est plus que de l'intimidation, c'est plus que des actes politiques, des messages. Et ce qui est étonnant, c'est que le parti LFI n'a pas condamné. Alors que même se refuse à le condamner. C'est refusé à le condamner. Comme Manon Aubry ce matin. Et donc c'est très préoccupant. Il faut des mesures très fortes de prévention et de sanctions. C'est en toile de fond le conflit israélo-palestinien. Est-ce que néanmoins vous y voyez une main d'entrisme islamiste? Pour moi, c'est évident. Ah bon? Oui, les liens, de toute façon, on est en train de les mettre au jour, avec justement cette commission à l'Assemblée nationale qui met au jour les liens qu'entretiennent certains éléments de la France insoumise et de la gauche radicale. Dans ce qui s'est passé à la Philharmonie. Le fait qu'elle ne condamne pas, qu'elle se refuse à condamner, c'est que quelque part, elle approuve. Donc, non, il y a des liens évidents qui sont, pour le moment, je dirais, purement politiques. Il n'y a pas de passage à l'acte, mais ils peuvent très bien être débordés par des mouvements beaucoup plus violents. Mais est-ce qu'on peut être pro-palestinien, pardon Florence Bergeau-Blaclair, aujourd'hui anti-israélien, anti-sioniste et forcément islamiste? Non, on peut être simplement de la gauche radicale pour être antisioniste, parce que l'antisionisme, c'est la représentation de l'anticapitalisme mondial, etc. Donc il y a une alliance entre les islamistes et la gauche radicale autour de l'antisémitisme, les uns parce qu'ils sont des capitalistes, enfin c'est l'image qu'ils en donnent, les autres parce qu'ils sont des juifs, et qu'ils sont donc des alliés d'Israël, et qu'Israël, il faut supprimer ce pays, il faut éradiquer ce pays, c'est très très clair dans les propos du Hamas. Dans l'actualité également, cette semaine, l'attaque à Oléron, 35 minutes d'attaque avec plusieurs blessés, dont 2 dans un état grave. Que vous inspire le profil et les propos de l'assaillant de Saint-Pierre-d'Oléron? Bien sûr, il faudrait connaître exactement ce qui s'est passé, mais ce qu'on en sait, c'est qu'il avait installé des bonbonnes dans sa voiture, qu'il avait un grand couteau, qu'il a crié « Allahu Akbar », qui est un signe... Donc ça, ce sont les premiers éléments. Au-delà de ça, ce qu'on apprend également, c'est que là, ce n'est pas quelqu'un qui est issu de l'immigration, il est originaire de Dordogne. Il n'est pas nécessaire d'être issu de l'immigration pour adopter l'idéologie djihadiste. Il y avait les frères Klein, par exemple, qui n'étaient pas issus de l'immigration. Donc je crois qu'il faut constater que par rapport à des actes comme ça, on est en train de reculer, tout simplement. On considère que ce n'est pas un acte terroriste. Alors, est-ce que vous attribuez le fait, pour vous, il y a recul quand le parquet national antiterroriste refuse de se saisir, pour l'instant,
pour l'instant, de l'enquête. Oui, pour l'instant, on verra. Là, vous me posez des questions sur un dossier que je ne connais pas bien et je ne suis pas une juriste, mais ça donne un peu l'impression d'hésitation. Et ces hésitations, elles font le jeu de ces attaquants, de ces gens qui sont hostiles à la France. Mais est-ce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des hésitations, enfin en tous les cas, dans un état de droit, que on puisse... Oui, mais c'est normal que la justice prenne son temps. Mais d'emblée dire ça n'est pas un acte terroriste, si c'est un acte terroriste, qu'il soit islamiste ou pas, ça c'est la question qu'on peut poser. Mais qu'il vise à créer de la terreur, ça me semble assez évident. Il y a une autre image de la semaine, c'est une photo, ce sont ces fillettes voilées à l'Assemblée nationale. Vous parliez de la France Insoumise, justement. Ces photos ont suscité pas mal de polémiques. Et à la France Insoumise, on dénonce une polémique infâme. Oui, ça c'est le jeu politique de la France Insoumise pour accuser l'extrême droite chaque fois qu'on soulève un problème de laïcité. Alors ici, pourquoi est-ce que des enfants se retrouvent et des enfants voilés se retrouvent à l'Assemblée nationale? On peut quand même se poser la question, donc ça paraît être plutôt une provocation. Donc cette provocation, elle entraîne la critique et la critique entraîne une autre critique. Voilà, on est dans ce jeu politique et c'est dommage. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vu là, c'est grave. C'est-à-dire que les enfants, pour moi, c'est clair, il faudrait interdire le voilement des enfants, des moins de 18 ans. C'est un acte politique et donc il faut l'interdire. Ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'islamisation ou la halalisation, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est la progression donc d'un islam politique, du frérisme en particulier, dans la société française. Et ça n'est pas d'ailleurs qu'en France, c'est dans toute l'Europe. Vous voyez dans cette présence à l'Assemblée nationale une provocation. Pourquoi exactement ? Pour nous habituer en fait à cette présence. C'est comme ça qu'ils avancent d'une certaine manière. Ces militants de l'islam politique, ils regardent ce qu'ils font, ils provoquent, ils regardent si ça provoque pas de scandale, si ça ne fait rien, ils avancent un peu et c'est de cette manière-là qu'ils ont avancé depuis l'affaire de Creil, des foulards de Creil en 1989. Ils ont toujours fait comme ça. Et plus nous habituons, moins nous réagissons et plus ils avancent. C'est-à-dire que là, ce qu'on dit sur cette affaire, c'est que pour l'instant, juridiquement, rien n'interdit à ce que des personnes voilées oui, mais moi, je pense soient présents dans le public de l'Assemblée nationale. En clair, ce n'est pas une atteinte à la laïcité. C'est exactement comme ça que l'islamisme et le frérisme se déploient. D'ailleurs, on l'appelle l'islamisme légaliste. C'est-à-dire qu'il agit à l'intérieur de la loi. Il ne se met pas hors la loi, il est toujours un peu à la limite. Mais il va choquer, il va avancer, c'est sa vision du monde, il va nous habituer et peu à peu notre environnement change. Et c'est ce qui se passe avec le marché halal par exemple. Ce que vous appelez l'islamisme légaliste, pour être très précis, c'est on reste dans le cadre de la loi, on fait tout ce qu'on peut dans le cadre de la loi, ou on utilise la loi pour pouvoir faire avancer sa cause. On reste dans le cadre de la loi et on la modifie pour faire avancer sa cause. On ne l'utilise pas, on la modifie. Les deux. On l'utilise, on la modifie en l'utilisant elle-même. La loi produit des lois. Et c'est donc un modus operandi complètement différent du djihadisme. Le djihadisme veut instaurer une société islamique tout de suite et donc va détruire son environnement. Le frérisme va plutôt rendre la société charia compatible et nous habituer à sa présence de sorte que, au bout d'un moment, en tout cas c'est ce qu'il vise, nous nous rendions facilement à l'islam, nous nous convertissions. Ce n'est pas une conversion par individu, c'est une conversion par la société, par la culture, par l'économie. Par le soft power. Si on faisait une comparaison avec le Gramsci, avec le marxisme justement, ce que vous êtes en train de décrire de cet islamisme qui fonctionne par la charia compatibilité, c'est Gramsci par rapport à Lénine finalement. Oui, avec par contre une tradition multiséculaire, religieuse, qui gère à la fois le monde d'ici et le monde de l'au-delà. Donc c'est très puissant. Quel est le poids oui, il y a une autre polémique mais qui fait le lien avec votre livre, qui était en début de semaine, les rumeurs web sur un passage de McDo au halal. L'enseigne a démenti avoir communiqué sur le sujet. C'est vrai, c'est fake ?
Je ne sais pas. J'ai entendu donc la conversion de 6 ou 7 restaurants du restaurant Five Guys de fast-food. Ça, c'est tout à fait officiel. Donc ça consiste effectivement à convertir le lieu. Alors même s'ils disent le restaurant n'est pas halal parce qu'on va quand même conserver le bacon, mais on le cuira à part. Donc un petit peu comme si on purifie l'environnement et on va faire en sorte que les choses qui sont illicites, impures, comme le bacon, soient cuits à part avec des ustensiles bien mis à part. Donc vous voyez bien que c'est une façon en fait de rendre le lieu licite une fois qu'on l'a déclaré illicite. Et c'est toute la dynamique du marché halal. Quand on regarde ses origines, c'est un marché qui est né dans les années 1980, de la rencontre des islamistes et du capitalisme, avec l'idée, alors d'abord c'est un abattage rituel qui n'est pas une tradition importée, c'est l'islamisation d'un abattage industriel. Voilà ce qu'est le halal. Et ça arrive dans les années 1980. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si c'en est une, l'ayatollah Khomeini déclare que la viande, dès qu'il arrive au pouvoir, déclare que la viande importée des pays occidentaux est illicite et annule donc tous les importations. Et puis évidemment, ça crée des tas de problèmes d'approvisionnement à Téhéran. Donc il va changer son fusil d'épaule et il va finalement envoyer des mollahs dans les pays d'exportation, dans les abattoirs, et ces mollahs vont mettre en place un système qu'ils vont appeler halal, d'abattage rituel. Donc ils vont regarder. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique justement dans l'abattage halal ? Alors, aujourd'hui, l'abattage halal se fait sans étourdissement préalable. C'est-à-dire que c'est un abattage conventionnel, comme les autres, mais qui peut déroger, et qui déroge de fait, à l'étourdissement. C'est cette opération qui permet d'immobiliser... Donc, qui est plus cruelle pour les animaux. Voilà, parce que cette opération permet d'immobiliser et d'insensibiliser l'animal. Donc, il y a un supplément de souffrance animale. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la possibilité de déroger à l'obligation d'une saignée qui ne touche pas l'œsophage, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination. Donc il y a un risque supplémentaire, pas énorme, mais qui existe, de contamination par l'intérieur de l'œsophage. Le halal, c'est pas simplement, c'est ce que vous expliquez, c'est pas simplement ces méthodes d'abattage, c'est pas simplement de ne pas manger de porc, ça peut être beaucoup plus global. C'est beaucoup plus large. Le marché halal aujourd'hui concerne tous les produits alimentaires, les produits cosmétiques, les produits ménagers, les voyages halal, le tourisme halal, on fait même de l'eau halal, on fait même des médias halal. Voilà, c'est l'idée, c'est de donner aux musulmans un espace normatif halal pur dans lequel ils ne se posent aucune question, dans lequel ils n'ont plus aucun scrupule. En quoi Agi+ est un média halal ? Pour moi, Agi+ peut être considéré... web social social vidéo d'Al Jazeera. Voilà. Donc Agi+, très puissante sur les réseaux sociaux. C'est une chaîne qui à la fois communique en direction, en appui, en soutien aux islamistes et aussi en soutien aux LGBTQI. Donc on peut se dire comment ça se fait, est-ce que c'est très halal. Mais si vous regardez la façon dont ils le font, ils ne vont pas publier des images qui choqueraient les musulmans, ils vont éventuellement diffuser des images floutées des cuisses des joueurs de football, des choses comme ça. C'est ça. Le média halal, c'est le média qui ne va pas confronter les musulmans à des choses qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils sont supposés ne pas pouvoir voir. Juste une question. En quoi, finalement, l'halalisation de la viande aujourd'hui, par exemple, pose un problème pour notre consommation, pour votre consommation, pour ma consommation? Ça pose aucun problème si on sait exactement ce qu'on mange. C'est-à-dire quelqu'un qui va acheter dans une boucherie halal une viande halal, ça pose aucun problème. Sauf c'est peut-être une modification du goût. Peut-être pour eux, mais je veux dire, ça c'est votre choix de consommateur. Le problème, c'est quand le halal n'est pas l'objet d'une traçabilité, quand on ne sait pas exactement ce qu'on mange. Et c'est vrai que ça pose des problèmes sanitaires. Ça peut aussi poser des problèmes sanitaires, comme je l'ai dit, mais qui sont marginaux, mais qui existent, qui ne sont pas différents. Et puis après, il y a la question de la certification. Le paiement, qui paye pour la certification? Donc il faut y a tout un business justement de la certification. Donc le halal, tout un marché de certification. Quand il s'agit de viande halal, ça ne pose pas de problème. C'est l'extension. Et le livre parle surtout de ça. C'est-à-dire l'extension et comment ça va transformer nos sociétés. Alors il y a deux choses qui sont très intéressantes. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans votre livre. Et il y
y a une chose, bon, vous dites que l'ultralibéralisme, vous l'avez dit, n'est pas haram, hein, il est tout à fait halal. En tout cas, il est complice, il est l'interlocuteur premier des islamistes. C'est eux qui vont faire marcher la machine industrielle sur les instructions des islamistes. Le marché halal, écrivez-vous, au-delà de sa dimension économique, peut fonctionner comme un puissant instrument d'islamisation de la culture. Oui, en fait, halalisation, c'est quoi halalisation? C'est on va déclarer que quelque chose est illicite et on va mettre quelque chose de licite. C'est en fait instaurer une loi islamique dans un espace. L'islam, comme le christianisme, sont des religions universelles prosélytes. L'islam, le christianisme est une religion de foi, l'islam est une religion de loi. Et donc pour instaurer l'islam dans un système social, il faut imposer ces lois. Et ces lois, c'est le halal et le haram. En tout cas, du point de vue des fondamentalistes et en particulier des fréristes. Donc, transformer l'espace, la culture, les lieux, en quelque chose qui soit charia compatible, c'est permettre aux musulmans d'y être et de se déployer. C'est d'imposer par ces critères économiques, finalement, un logiciel, une façon de voir, une façon de vivre. Oui, c'est ça. Islamiste. Et arriver à persuader les musulmans qui ne peuvent pas vivre dans le haram. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils vivent. Donc, c'est un obstacle à l'intégration. Ah, bien sûr, oui. Il y a un point très intéressant, c'est que vous pointez le rôle des femmes dans la propagation de ce halal. Oui, pourquoi pas. Enfin, pourquoi est-ce que les femmes ne voudraient pas il convient que les femmes dans les milieux fréristes soient celles qui éduquent les enfants, et donc il y a une grande attention à leur éducation pour qu'elles puissent transmettre cette idée du licite et de l'illicite, et ça se fait par la nourriture dès le début, c'est-à-dire qu'on a maintenant des petits pots de bébé halal. Il y a des controverses, Edith, par rapport aujourd'hui à cette halalisation quand même. Oui, forcément. Sur la souffrance animale, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, il y a des réactions parce que les gens se rendent compte que quand ils vont à Five Guys, les choses ont changé, que le bacon, c'est devenu l'élément toxique, c'est l'élément illicite. Même si les gens qui n'ont pas de croyances particulières, n'ont pas de souhait alimentaire particulier, qu'on leur impose quelque chose au nom d'une religion, il faut comprendre que ça peut choquer. Même si les gens n'appartiennent pas à des religions, ils ont l'idée du symbole, ils ont l'idée de ce que ça veut dire, le pur et l'impur. Notre société chrétienne, judéo-chrétienne, n'a plus cette distinction du pur et de l'impur. Donc l'imposer aujourd'hui, c'est vraiment changer les règles du jeu. Est-ce que ce mouvement est irréversible, Florence Bergeau-Blaclair ? Oui, je le pense, mais c'est un mouvement qui s'est installé. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait l'arrêter, sauf à le contenir maintenant. Comment à certains secteurs, c'est-à-dire oui, l'alimentation, mais au-delà, il faut s'interroger si c'est nécessaire. Et peut-être que les entreprises, parce qu'aujourd'hui, le halal est fabriqué par des entreprises conventionnelles, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les musulmans n'interviennent qu'au moment de l'accréditation ou de la certification. Donc si la machine industrielle s'arrête et dire non, moi je ne veux plus travailler dans ce sens-là, le marché halal va se réduire. Alors on ne va pas dans cette direction puisqu'il est mondialisé, mais si on veut effectivement limiter cette propagation d'un monde qui différencie le pur de l'impur, il nous faut effectivement faire prendre conscience à nos entreprises que ce n'est pas une bonne idée de se lancer dans ce business-là, et au nom de la responsabilité sociale des entreprises. Le djihad par le marché, le nouveau livre de Florence Bergeau-Blaclair est passionnant et on y apprend plein de choses. Il est à lire, absolument à lire, et c'est aux éditions Odile Jacob, Comment l'islam radical s'empare du marché halal. Merci beaucoup.